parler de Total Energy. Alors, Total Energy, un fleuron français, tout le monde connaît. Voyons voir si c'est une bonne société, une très bonne société ou une société médiocre, moyenne, peu importe. Donc on vient ici, on repart sur depuis une quinzaine d'années, 2009 c'est très bien, et on voit qu'on est situé sur un long range tranquille. Alors malgré un soubresaut ici, c'était le Covid, puis ici la guerre en Ukraine, donc la hausse du pétrole, mais hormis cette grande élancée-là, on est sur quelque chose qui est à peu près stable dans le temps, tout simplement parce que c'est une cyclique. Ici, quand le pétrole est bas, forcément, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Quand le pétrole est haut, elle en gagne beaucoup. Et comme à chaque fois, elle verse un joli dividende là, et qu'ici, quand elle est là, elle garde pour passer les bons moments, enfin pour essayer de passer la crise et de réinvestir dans ses usines, forcément, c'est quelque chose qui revient à peu près cyclique. De toute manière, ce n'est pas une société à forte croissance, elle est dans son domaine, c'est parfaitement classique pour une pétrolière. On voit ici donc que les revenus totaux sont effectivement aussi cycliques. On voit bien que ça augmente quand le prix du pétrole est haut, quand ça descend. Alors forcément, ici, ça peut être aussi la société, comme c'est le chiffre d'affaires, c'est quand même la société qui pourrait être très bonne ici pendant des années, et puis un mauvais management, etc. Mais on le sait ici, alors évidemment, ce sera confirmé dans les bilans et dans chaque rapport annuel, mais ça reste cohérent de voir des cycles qui montent et qui descendent. Le revenu net, idem. On voit bien que ça lui arrive de monter, de descendre et de remonter. La marge, pareil, on passe de 6% à 2% et on remonte à 8-9% quand le pétrole remonte. Par contre, ce que je n'aime pas trop ici, c'est voir ici un nombre d'actions plutôt stable et pendant quelques années une hausse. Alors à voir s'il s'agit de rachat, s'il s'agit d'un mauvais management, peu importe. C'est à lire dans les rapports financiers pour voir l'explication. Une fois un grand coup, de temps en temps j'aime bien parce que ça peut vouloir dire juste que c'est le rachat d'un concurrent et au lieu d'émettre de la dette on a émis des actions. Bon, c'est une stratégie, c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est différent. Par contre, pendant plusieurs années, là de 2015 à 2019, un nombre d'actions qui augmente comme ça, c'est pas top. À voir pourquoi. Ici on se stabilise et ici on commence à racheter les actions, donc on est peut-être sur une bonne pente, il y a peut-être eu un loupé là quelques années et on rattrape le coup. On passe au screener numéro 2. On voit bien aussi le ROCE, pareil, quand on le sait, quand on est en dessous de 5%, c'est mauvais, sauf peut-être exceptionnel, entreprise de forte croissance ou quoi que ce soit, mais sinon, c'est pas top. Entre 5 et 10, c'est pas mal. Et au-delà de 10-15, on arrive sur quelque chose de vraiment, vraiment très bien. Donc ici, 30-22-16, c'est quelque chose qui est super, mais c'était quand le cours du pétrole était assez haut, forcément. On pourrait s'en douter, à vérifier toujours, mais ce serait logique. On voit bien qu'on descend à 14, 11, 4, 5, et là on voit bien que quand le pétrole était relativement bas, bon, on avait du mal, et finalement, on remonte. Le free cash flow, lui, reste à peu près stable, même si on est quand même sur une tendance plutôt haussière, parce que ici, on était là, on est redescendu, on est passé même dans le négatif pendant un moment, on est remonté, mais là on remonte bien plus fort, donc il faudrait creuser un peu plus en avant. Non, effectivement, on n'est jamais allé aussi haut, donc à creuser aussi. Peut-être que du coup des nouveaux marchés, peut-être comme Total s'est réinventé et est devenu Total Energy, ils sont maintenant dans le solaire, dans le gazier, etc. Ils ont augmenté leur part d'investissement, leurs investissements dans l'éolien, etc. Ça peut peut-être venir de là, c'est à creuser encore une fois. Le price to free cash flow pour voir au bout de combien de temps on récupère notre argent, puisque le free cash flow et le résultat net ne sont pas la même chose. Le résultat net est une fois qu'on a enlevé absolument tout, donc les charges, les impôts, etc. Mais on déduit aussi, par exemple, si vous avez une boulangerie, je prends cet exemple-là à chaque fois, mais il est très parlant. Si vous avez une boulangerie et qu'à la fin de l'année, vous avez 100 000 euros dans les caisses, si vous achetez un nouveau four à 90 000 euros, techniquement, le free cash flow dit qu'il vous reste 10 000 euros dans les caisses, puisque vous avez gagné 100 000 que vous avez gardé après avoir tout payé, les salariés, etc., les impôts, mais vous avez redépensé 90 000, donc il ne vous reste plus que 10 000. Par contre, le résultat net est différent, puisque du coup, on considère que le four va maintenant rentrer dans les capitaux propres, il va également y avoir des amortissements, puisque le four, au bout de quelques années, au bout de 10 ans par exemple, il aura une valeur nulle, ce qui fait que chaque année, on va amortir. Donc, on va récupérer de l'argent, mais fictivement, ce sera juste des impôts moins hauts. Donc, c'est pas du tout pareil que les 10 000 qui restent vraiment dans votre caisse, avec lequel vous pouvez acheter du nouveau matériel ou racheter un concurrent, etc., etc. Donc, le free cash flow, c'est bien, c'est pour voir l'argent qui serait entièrement reversé aux actionnaires si jamais l'entreprise avait envie de faire un don exceptionnel et de dire, bah voilà, cette année, tout l'argent qu'on a gagné, on le redonne aux actionnaires, elle ne pourrait redonner que les 10 000 euros. Ici, donc, on voit, justement, pour voir au bout de combien de temps on récupère notre argent. On voit bien qu'ici, ça devient aberrant, c'est 180, au bout de 191 ans, donc c'est n'importe quoi.
Et du coup, alors forcément, ça peut être justement des années négatives, etc., ou des années qui ont été problématiques. En général, ça ne va pas là, ça ne va pas si haut que ça, mais on voit bien ici que quand on affine un petit peu, voilà. Ici, on était donc sur un ratio donc, de 28, c'est-à-dire que quand vous achetiez l'action, il fallait 28 années de free cash flow pour récupérer la somme de votre investissement. Et ici, aujourd'hui, par exemple, on voit bien en 2022, 3,57, c'était bien le bon moment d'acheter. Ou par ici aussi, en 2020, par là, forcément, quand tout s'est effondré, on était à 8 années de free cash flow, ce qui était pas mal non plus. On passe au screener 3. Et, alors, on va dézoomer. On a toujours le revenu net, ça c'est pour rappel. On a le PE, puisque du coup celui-ci c'est les earnings, et ce n'est pas du tout la même chose que le free cash flow, mais le marché regarde souvent le PER, donc nous aussi, pour savoir quand est-ce qu'on investit et quand est-ce que le marché trouve que cette entreprise est chère ou pas, ça peut permettre de voir si on est sur un point bas ou pas. Donc ici, bon, il y a eu quelques aberrations, forcément à moins 27, c'est juste parce qu'il y avait le Covid, etc. Mais on voit bien ici qu'on est sur un moment plutôt bas historiquement, puisqu'on a le marché des fois met un PER de 18, aujourd'hui on a un PER de 7, ça peut être éventuellement le bon moment pour rentrer. On ne sait pas, il faut lire les rapports annuels. La dette, avec 14 millions de dettes, 14 milliards de dettes, et on augmente progressivement, ce n'est pas inquiétant si on fait en parallèle du chiffre d'affaires et qu'on augmente aussi les capitaux propres. C'est pas quelque chose qui est dérangeant, on achète des nouvelles usines, des nouveaux champs, des nouvelles éoliennes, on rachète des concurrents, bref, on s'endette pour ça, et derrière on augmente nos capitaux propres, ça ne m'embête pas. Et la market cap, c'est pour voir du coup les cyclicités. Ce qui peut être bien de voir, c'est la corrélation ou non avec le WTI. Donc si on se met ici et qu'on ajoute par exemple le WTI pour voir un petit peu quand est-ce que... je vais le... Hop, on va l'enlever, on va le rajouter sur la même échelle, tant qu'à faire. Hop, voilà. On voit bien que c'est corrélé, on voit bien que quand le pétrole augmente, alors forcément la bourse anticipant toujours, le prix est monté en avant. Quand le prix du pétrole est descendu, on voit bien qu'on a estimé que les revenus allaient descendre aussi, et ça a été le cas. Et donc forcément, on suit quasiment à la perfection, sauf par ici, on suit quasiment à la perfection le pétrole, le prix du pétrole. Quand je zoome un petit peu, on voit bien que ici, quand il y a eu la guerre en Ukraine et que tout est monté, on voit bien également que pour Total Energy, c'est monté également. Aujourd'hui, on se stabilise tout simplement parce que le Brent se stabilise. Il n'est plus aussi haut qu'avec au début la guerre en Ukraine et le fait qu'on soit privé de gaz et pétrole russe, parce que les gens ont anticipé une récession, forcément. Mais le pétrole reste toujours plus haut qu'avant, tout simplement parce qu'avant on était confiné, donc l'économie s'était arrêtée et les gens consommaient moins, mais aussi parce que certaines personnes anticipent une récession, puisqu'aujourd'hui l'économie va un peu mal, les taux ont été augmentés justement pour calmer l'inflation, et donc aujourd'hui on estime que peut-être qu'il va y avoir une récession. Donc on est un peu entre deux eaux, entre le fait que le pétrole se raréfie avec la guerre et le nouveau mouvement géopolitique et les nouvelles économies qui se mettent en place, et la récession. Donc c'est à voir, mais du coup l'idée peut être de voir potentiellement Total Energy comme une société pour se couvrir, si jamais elle arrive, comme on le disait, à être dans des cycles, c'est-à-dire que si vous avez mis votre argent par là, on voit bien que c'est plutôt cyclique, donc vous n'auriez pas forcément perdu, alors forcément sauf Covid ici, mais c'est un événement relativement exceptionnel, mais on voit bien que c'est quelque chose de cyclique, même si vous aviez acheté ici par les plus hauts en 2014, vous auriez attendu un petit peu, mais ce serait revenu au bout d'un moment, et puis il faut faire les calculs, mais si vous aviez acheté là, peut-être qu'ici c'était un tout petit peu plus bas, vous étiez en perte, mais avec les dividendes pendant les différentes années, vous ayez peut-être récupéré votre investissement, c'est à voir. Mais même si vous ne récupériez pas votre investissement, que vous aviez fait moins 1 ou moins 2%, ça peut être quelque chose, pourquoi pas, pour se protéger en cas de récession. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir. On voit en tout cas que Total Energy n'est pas une mauvaise société, les chiffres ne sont pas mauvais, ils sont relativement moyens. Ça se justifie parce qu'elle est connue et donc forcément elle a un PER assez élevé. Tout le monde investit dans Total Energy, tous les Français sont un peu chauvins et investissent dans Total Energy. Alors quand je dis tous, c'est une bonne partie, ne me prenez pas au mot. Mais c'est une entreprise qui est quand même relativement demandée. C'est pour ça que les résultats ne sont pas extraordinaires comparés à Total Gabon. J'ai fait une autre vidéo dessus, vous pourrez aller voir. Il y a quelque chose qui est pas mal, les ratios sont vraiment pas mal. Et il y a une bonne trésorerie, quelque chose qui est assez sympa. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. En attendant, Total Energy est une bonne moyenne société. Alors à la base, elle est bonne. Comme elle est cotée assez cher, du coup, ça en devient un investissement moyen qui vous rendra un rapport sur investissement moyen. Mais l'avantage, c'est qu'en cas de crise, ça peut protéger avec un dividende assez sympa. Quand vous avez un énorme patrimoine,
Ça peut aussi vous protéger si vous avez du coup pour le rendement, puisque si Total Energy vous délivre à peu près 3 ou 4% de rendement, ça peut être quelque chose qui est sympa, sachant que les années où le pétrole va augmenter, vous aurez peut-être 7, 8, 10%, puis les années un peu moins bien, vous redescendrez à 3, 4%. C'est à vous de réfléchir aussi si vous voulez préférer là-dessus ou sur des obligations qui sont aujourd'hui entre 4 et 5%. Forcément, entre l'obligation d'un État qui ne peut pas faire faillite à 4 ou 5% et une société qui peut faire faillite à 4 ou 5%, on peut vite choisir, mais certains estiment que les obligations, on récupérera notre argent en monnaie de singe, d'autres estiment que c'est bien plus sûr, c'est à vous de voir, c'est à vous de trancher, moi je ne fais que vous proposer des sociétés, en voici une, elle est plutôt connue, mais au moins ça permet pour les débutants ou même les confirmiers qui étaient sur un autre domaine, par exemple, je ne sais pas, les sociétés finances, les sociétés médicales, les startups, peu importe, les GAFAM, ça permet de découvrir de nouvelles choses et de toujours agrandir son cercle de connaissances. Je vous dis à la prochaine, salut!